Au sommaire de ce journal, le dimanche 16 juillet dernier s'est tenue l'apothéose de la semaine de croisade, d'évangélisation et de délivrance. La Gambie décide de lutter activement contre l'immigration clandestine qui fait partie des pays les plus touchés en Afrique. Au Nigeria, les agriculteurs de tomates maximisent leur production. Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a présenté un tout nouveau billet de 10 livres sterling en polylettre à l'effigie de la romancière Jane Austen. Et en sport, le président de la Fédération espagnole de football et le vice-président de la FIFA a été placé en garde à vue. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session de l'information sur Béni TV. Débutons en religion pour parler de l'apothéose de la semaine de croisade, d'évangélisation et de délivrance qui s'est tenue en présence du prophète Fernand Yodé. Mobilisé derrière le prophète Achija, le peuple de la communauté évangélique La Maison de la Grâce a célébré le Seigneur le dimanche 16 juillet 2017. Ce culte spécial marque l'apothéose d'une semaine d'évangélisation et de délivrance placée sous le thème « Qui se cache derrière ma souffrance ?» Après plusieurs jours de croisade, les chrétiens de La Maison de la Grâce ont loué l'Éternel Dieu avec des chantres invités. Le prophète Fernand Yodé, père spirituel du leader et fondateur de l'église La Maison de la Grâce, a été l'invité spécial de ce moment de prière. Il a conduit un temps de ministère au cours duquel le Saint-Esprit s'est fortement manifesté. Pourquoi tu t'es levé contre sa destinée? Je commande à la qualité de prophète, par l'onction de l'Esprit. Sors! Sors! Ils sont en train de vomir ton mariage. Ils sont en train de vomir ta santé. Entrez un peu. Nous sommes dans le 7e mois de l'année et nous croyons que le chiffre 7 c'est le chiffre de repos. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Élisée dit à Naaman, jette-toi 7 fois dans le Jourdain, et la lèpre a disparu de la vie de cet homme. Et la Bible déclare que le juste tombe 7 fois et Dieu le relève. Nous croyons que ce 7e mois est le mois de la libération, le mois du relèvement, le mois de la délivrance. À la suite du père spirituel, le fils, le prophète Achija, leader de La Maison de la Grâce, a exercé le ministère de la prophétie à travers des révélations pointilleuses. Mais j'ai dit la prison est en train de s'ouvrir. La prison est en train de s'ouvrir. La prison est en train de s'ouvrir. La prison s'ouvre. Tu as souffert, c'était le temps. Dans cette maison dont je parle, c'est la maison de ton père, de ta famille. Tu es comme une étrangère, tu te retranches pour vivre. Pour le prophète Achija, l'Église doit multiplier de tels programmes pour faire tomber les chaînes de servitude. Ça s'acquitte. C'est fort. Et nous bénissons le nom du Seigneur et nous prions encore Dieu pour qu'il nous accorde encore, nous donne cette force-là de pouvoir continuer ce genre d'action. Encore pour la délivrance et le salut des âmes, parce que c'est à ça que nous avons été appelés, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Donc nous voulons vraiment encore que... L'ONG chrétienne dénommée Excellencia, dirigée par l'apôtre Napoléon Welly, a organisé le dimanche 16 juillet dernier un temps de prière à l'hôtel communal de Cocody à Abidjan. Chef d'entreprise, jeune cadre ou mère de famille, le corps du Christ a répondu massivement à l'invitation de l'ONG Excellencia à l'occasion de son temps de prière dénommé Dieu veut faire 2017. Dans l'adoration, les participants ont exprimé leur attachement à l'Éternel. Ils ont aussi longuement intercédé pour leurs familles, leurs entreprises, leurs affaires, afin de franchir un cap nouveau avec Jésus-Christ. Initié par l'ONG Excellencia, ce programme de prière dénommé Dieu veut faire 2017 est à sa 4e édition. L'organisation chrétienne Excellencia, au dire de son président, entend en faire une plateforme d'expression de l'excellence pour Dieu. Et la raison d'être d'une ONG comme celle-là, Excellencia, c'est pour créer des plateformes d'expression de l'Éternel des armées. C'est pour organiser des rassemblements de frères et de sœurs en Christ, pour qu'ensemble nous puissions célébrer Yahweh. Pour qu'ensemble nous puissions dire à Yahweh qu'il est notre vie, qu'il est notre Pâques, qu'il est notre sanctification, qu'il est tout pour nous. Pour
Pour cette édition, le pasteur Azaria Nicolas Guédé a été choisi pour outiller spirituellement les enfants de Dieu. Il a développé le thème « Jésus change l'eau en vin ». J'ai voulu dans mon intervention donner à mes auditeurs de comprendre que le diable n'a pas le monopole. Si pendant une certaine période il assaille les enfants de Dieu, cela n'exclut pas la grande possibilité que Dieu a de faire dans la vie de ses enfants ce qu'il veut faire. Créée en 2013, l'ONG Excellencia veut surmonter les barrières dénominationnelles dans la promotion de l'excellence au service de Jésus-Christ. Au sein de l'ONG, nous avons des membres de communautés diverses, que ce soit Baptiste Méridional, Baptiste Œuvre Mission, Assemblée de Dieu, His Life Chapel, Vase d'Honneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le simple fait que je vis déjà cela au quotidien et que je sais que l'Église du Seigneur est une et indivisible. Pour les participants qui sont repartis pleinement édifiés, l'initiative de l'ONG Excellencia est à saluer. L'Agence américaine pour le développement international, en abrégé USAID, a présenté le 13 juillet dernier le projet Predict 2 aux autorités et communes de la région de la Marawi. L'objectif général de ce projet est de renforcer les capacités du système de surveillance des maladies humaines et animales dans les régions à haut risque. La page africaine de ce journal débute par la Gambie qui décide de lutter activement contre l'immigration clandestine, véritable fléau de l'Afrique subsaharienne. Selon l'Organisation internationale des migrations, les Gambiens sont de plus en plus nombreux à opter pour une traversée de la Méditerranée pour atteindre l'Europe via l'Italie ou les îles Canaries. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement interceptés en Libye, plus de 2000 ont été expulsés et d'autres ont même réclamé un rapatriement vers leur pays d'origine en raison de l'instabilité politique en Libye. Cette réalité, Mustapha l'a vécue. Aujourd'hui, il s'est fixé pour objectif de sensibiliser ses pairs sur les dangers de ce parcours périlleux. Je ne ferai plus jamais ce voyage. Je tente de décourager tout le monde. Là-bas en Libye, chaque jour, vous entendez des armes à feu. Vous voyez des gens se faire tuer, des gens torturés. Je n'ai jamais connu ces choses-là. En Gambie, je ne me souviens pas avoir vécu de telles atrocités. En Gambie, plus de la moitié de la population vit dans une pauvreté multiforme, dont le tiers avec moins de 1,25 $ par jour, d'après un rapport des Nations Unies sur le développement humain. Au cours des 4 dernières années, plus de 500 000 personnes se sont portées candidats à l'immigration. Nombre d'entre eux viennent de la Gambie. La plupart ont dû abandonner aux portes de la Libye à cause des conditions difficiles. La Libye, c'est comme une prison. C'est pourquoi nous sensibilisons tous les jeunes afin qu'ils puissent rester ici et pour que nous puissions travailler pour construire notre avenir. Nous allons nous aider mutuellement afin de réussir. L'Organisation internationale pour les migrations estime à près de 20 000 le nombre d'Africains aujourd'hui détenus en Libye et qui espèrent tout de même pouvoir rejoindre l'Europe. Plusieurs milliers d'entre eux ont perdu la vie en tentant la traversée de la Méditerranée. Un constat amer pour Mustapha et Lamine qui restent déterminés à faire changer d'avis aux éventuels candidats gambiens. Au Nigeria, les producteurs de tomates décident de maximiser leur production. Et pour ce faire, ils ont décidé d'adopter de toutes nouvelles méthodes de production. Suivons ce reportage. C'est dans la ville de Kano, au Nigeria, que se concentre la majorité de la production de tomates du pays. La culture de la tomate est la principale source de revenus des habitants depuis des décennies. Mais la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous. En cause, les pratiques agricoles. Félix Taille est officier chargé de la formation chez Pixera Global. Il se rend auprès des agriculteurs pour leur faire découvrir des méthodes de culture plus rentables. Pour tirer profit de l'activité de la tomate, le point de profit commence avec la variété que vous désirez mettre sur le marché. Certaines ont une longue durée de vie et une capacité à résister à des conditions climatiques difficiles. La taille est également relativement importante, tout comme la capacité de résister à la chaleur élevée et les maladies. La longue durée de vie et la taille sont très attrayantes. Abdallah Kadani est un agriculteur de 40 ans qui cultive des tomates depuis plus de 20 ans.
Il est un habitué des séances de formation avec Pixera Global. Il constate les améliorations suite aux formations précédentes. La saison prochaine, il espère améliorer ses méthodes de culture afin de rentabiliser encore plus sa production. Avant, j'avais pris l'habitude d'arroser mes plantes à n'importe quel moment de la journée. Grâce aux formations, je sais maintenant qu'il faut arroser le matin ou le soir, mais jamais quand le soleil est levé. Avant, nous avions l'habitude de mettre toutes nos tomates dans le même panier. Mais grâce à eux, nous les classons maintenant par catégorie. De plus, nous savons exactement quels sont les besoins du marché avant de nous lancer. Pour les agriculteurs de Kano, les formations aux nouvelles pratiques agricoles sont une véritable opportunité. Bien cultivée, la tomate pourrait être de meilleure qualité et avec à la clé une hausse des revenus. En Guinée-Conakry, la crise qui touche la Commission nationale indépendante s'enlise de plus en plus. Cette crise a provoqué un débat entre partisans de la dissolution et le règlement de la crise. Depuis la destitution de son président le 4 juillet 2017, la Commission électorale nationale indépendante de Guinée est au centre des débats. Certains acteurs de la société civile militent pour la dissolution de l'institution, alors que d'autres préconisent un règlement du conflit. C'est une loi qui régit le fonctionnement de la CENI. Si cette loi, une de ses dispositions est violée par une ou l'autre partie, mais c'est à la justice de donner son avis. Le départ de tous les commissaires de la CENI veut dire qu'il n'y aura pas d'élection en 2017. Or, nous voulons bien sûr que les élections aient lieu. La crise est née d'une supposée gestion opaque des biens financiers de la CENI par son président Bakary Fofana. Les 18 commissaires qui l'accusent de mauvaise gestion ont voté en plénière sa destitution, plongeant ainsi l'institution dans une crise de leadership. Il faut suspendre les activités jusqu'à ce qu'il y ait un audit administratif et un audit financier pour pouvoir redéfinir les règles de jeu et de fonctionnement de la CENI. Nous n'avons pas encore trouvé les hommes qui ont suffisamment conscience de leur rôle, de leurs responsabilités et qui soient intimement engagés à les jouer de manière impartiale, de manière indépendante. Cette crise intervient à quelques mois de l'organisation des élections locales prévues initialement pour la fin de l'année 2017. Un calendrier difficile à respecter au vu des difficultés successives liées à des aspects tant politiques, financiers que administratifs. À l'international, Mark Carney, le gouverneur de la Banque Atlantique, vient de présenter le tout nouveau billet de 10 livres sterling à l'effigie de la romancière britannique Jane Austen. Regardez. Son visage ne vous dit sans doute rien. Il sera pourtant présent sur les billets de 10 livres britanniques. La romancière Jane Austen a été choisie pour succéder à Charles Darwin. L'annonce a été faite le jour du bicentenaire de la mort de l'écrivaine décédée en 1871, alors qu'elle commençait à peine à rencontrer le succès. 10 livres auraient signifié beaucoup pour Jane Austen. C'est la moitié de ce qu'elle recevait chaque année de son père, alors qu'il était en vie. 10 livres, c'est aussi symbolique. C'est la somme qu'elle a reçue de son éditeur, Crosby & Co, pour son premier roman. Jane Austen est souvent associée à son roman le plus célèbre, Orgueil et préjugés, un livre qui a fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma. Elle est désormais la seule femme à figurer sur un billet outre-Manche, à l'exception de la reine Elisabeth II. Istanbul, la capitale turque, est en partie paralysée suite aux nombreuses pluies diluviennes et vents forts dont elle a été le théâtre récemment. Une montée fulgurante des eaux à Istanbul. La capitale économique de la Turquie s'est retrouvée en partie paralysée hier. Et les images des médias turcs sont impressionnantes. Pluies diluviennes et vents forts ont perturbé les transports routiers, souterrains et maritimes pendant des heures. Les berges du Bosphore ont été submergées. Les averses se sont poursuivies jusque dans la soirée. Une situation extraordinaire au regard de la saison pour les autorités turques, mais tout serait sous contrôle. Le Premier ministre n'a pour l'heure pas déclaré d'état de catastrophe naturelle. Aucune victime ne serait à déplorer et le montant des dégâts n'a pas encore été chiffré. Dans le quartier de Silivri, particulièrement touché, les habitants ont dû se réfugier en hauteur et prendre leur mal en patience. Les secours débordés ont procédé à de nombreuses évacuations en canot pneumatique.
C'est dans un communiqué rendu public que Volvo, la marque internationale suédoise, a annoncé qu'elle ne lancerait plus que des modèles électriques ou hybrides à compter de l'année 2018. Volvo entame son virage écolo. La marque suédoise, propriété du constructeur chinois Geely, a annoncé qu'elle ne lancerait plus que des modèles électriques ou hybrides à partir de 2019. Ce qui en fait le premier gros constructeur automobile à fixer une date pour une sortie progressive du seul moteur à combustion. Les véhicules essence ou diesel lancés avant cette date continueront d'être produits mais seront peu à peu remplacés avec l'arrivée de modèles plus propres. Le groupe compte lancer 5 voitures totalement électriques entre 2019 et 2021, 3 sous sa marque et 2 autres sous la marque Polestar. Un village situé en Uruguay a décidé de revivre après le passage d'une peintre française. Le village abandonné après l'interruption du trafic ferroviaire vit une sorte de rédemption. Regardez. Léo a bourlingué toute sa vie d'un endroit à l'autre, trimballant avec elle toiles et pinceaux. De nature bohème, elle n'avait jamais vraiment posé ses valises, jusqu'à ce qu'elle mette le pied en Uruguay, dans la petite bourgade de 25 de Agosto. C'est le village qui m'a attrapée. C'est pas vraiment moi qui ai décidé, mais je me suis fait attraper par la tranquillité, par le charme, par cette énergie sans énergie. Difficile à croire, mais ce qui l'a séduite, c'est cette gare. Avec ses airs de nature morte un peu décrépits et ses wagons abandonnés. Quand j'ai mis les pieds par terre sur cette place et que j'ai regardé autour de moi, il n'y avait rien, ni personne. Et ça m'a vraiment, vraiment plu. Pour l'artiste, ce vide, c'était le canevas idéal. Et plutôt que de s'enfermer dans l'atelier qu'elle a ouvert en 2010, Léo a eu l'idée de peindre les murs des maisons du village, offrant à ses habitants de remettre un peu de couleur dans leur vie. Je ne travaille plus mon art pour moi-même. Je me suis dédiée aux gens du village, puisque je ne peins que ce qu'ils ont envie de voir sur leur façade. Je peins leurs désirs. Grâce à Léo, le gaucho qui vit seul dans cette maison a maintenant des compagnons pour déguster son maté. La grand-mère qui raffole les dauphins peut oublier les bruits du garage voisin et plonger dans le monde des sirènes. Pour d'autres, les fresques de Léo sont un moyen de faire le pont entre le passé et le présent. Même chez ceux qui n'ont pas de mural, c'est contagieux. Il y a cette envie de relooker sa maison, de refaire la peinture. Et donc, le village est beaucoup plus joli. En saison touristique, des autobus s'arrêtent dans le village pour faire la tournée des quelques 45 maisons décorées par Léo. Et dans ce vieux wagon transformé en galerie d'art, les visiteurs peuvent découvrir les œuvres de ses élèves. Dans le futur, moi, ce qui me plairait, c'est qu'il y ait d'autres artistes qui viennent s'installer, qu'il y ait d'autres ateliers qui s'ouvrent. À mon avis, maintenant, il y a un tissu pour développer ce village. Mais pour l'instant, elle est seule à la tête de ce grand projet, sachant très bien que si un jour elle devait quitter le village, son œuvre serait fort probablement vouée au même destin que la gare de train. Tradition et modernisme sont racontés sur les murs des villages de Makwasha, situés à une quarantaine de kilomètres du sud de Lubumbashi en RDC. Tradition et modernisme racontés sur les murs des cases du village de Makwasha, à une quarantaine de kilomètres au sud de Lubumbashi, au sud-est de la République démocratique du Congo. Depuis des générations, ces villageoises décorent leurs cases de scènes de la vie quotidienne. Le directeur de l'Institut français local tombe par hasard sur cet art et décide de le faire connaître au reste du monde. Grâce à cette peinture, ça nous a permis d'arriver à Paris et expérimenter nos œuvres d'art. Et je crois que dans l'avenir, peut-être ça peut bien payer, il y aura d'autres projets qui vont venir. Jean-Pierre Cabasso y passe un jour alors qu'il est en vacances. Il tombe amoureux de ces maisons que les habitantes recouvrent à l'aide de pigments naturels. Pari réussi. Grâce à son soutien, quelques-unes des villageoises sont invitées à Paris en avril 2014 pour peindre et exposer des toiles. Elles en vendent 8 pour 60 000 $. Pour faire fructifier l'art de la région, ce tour opérateur table aussi sur la malachite, très répandue dans les environs. Mais la crise politique que traverse le pays depuis quelques années décourage plus d'un.
Déjà que le marché est très difficile ces derniers temps. Ça veut dire tout ce que le pays traverse, on a du mal. Les touristes n'arrivent pas à venir ici. Le Congo est vaste. S'il y a la guerre au nord, c'est 4000 km, mais aussi il n'y a pas de guerre. Et donc il y a des gens qui vont donc en Israël, où il y a des attentats, des bombes, tout ça, mais ils vont faire le tourisme. Il y a des milliers qui y vont. Pour attirer les touristes, le voyagiste a créé le festival annuel Makwasha Art Village, qui a lieu chaque dernier dimanche du mois d'août. Il compte aussi se rendre prochainement en Chine pour négocier un contrat avec une société privée qui souhaite lui envoyer ses employés en vacances à Lumumbashi. Et du sport, avant de finir ce journal, nous parlons du président de la Fédération espagnole de football et vice-président de la FIFA, Ángel María Villar, qui vient d'être placé en garde à vue, soupçonné de corruption. Le président de la Fédération espagnole de football, Ángel María Villar, dans la tourmente. Il a été placé en garde à vue ce mardi en cause des soupçons de détournement au détriment de la fédération. Dans cette affaire, d'autres personnes ont déjà été arrêtées, notamment son fils Gorka et un autre responsable de l'organisation. Des matchs auraient été organisés entre la sélection nationale et d'autres équipes qui auraient donné lieu à des versements. Ángel María Villar est également vice-président de l'UEFA et de la FIFA. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que nous refermons les portes de cette édition. À très vite.